inviter Luc Barré, le petit-fils d'Albert Laprade, à venir nous rejoindre ici pour nous donner ces mots de conclusion. Je vous remercie infiniment de l'honneur que vous nous faites en les donnant. Je sais qu'il y a aussi Vincent Barré qui est avec nous depuis ce matin, et voilà, qu'il en soit vraiment remercié aussi. Merci. Merci Vincent, vous pouvez venir à côté de Luc, on sera ravis de vous voir tous deux. Et ensuite, juste vous dire que nous aussi, on a un espace d'exposition. Et là, il y a une exposition sur le Rouve malgache. La semaine dernière, elle s'est installée. Il y a Amalia Ramandrin qui est là. J'ai écorché ton nom, pardon, de fatigue, mais tu m'en voudras pas, Amalia est là. Et c'est une des artistes. Donc n'hésitez pas, vous allez avoir une visite par Pascal si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à aller voir ce petit endroit qui est en face de la bibliothèque. Et l'expo est magnifique. Elle est petite, mais elle est vraiment magnifique. Le Rouve est le joyau du patrimoine malgache qui a connu un incendie, qui est ressorti de ses cendres autrement. Et Amalia revisite cette histoire à travers son histoire personnelle. Vous dire qu'il y a un cocktail qui est prévu. Il est tard, mais on ne voulait pas que vous rentrez affamés ou assoiffés. Donc, s'il vous plaît, servez-vous. Et puis, vous redire toute l'immense joie que nous avons eue de faire ce colloque Laprade. Et vous remercier encore tous les deux infiniment, vraiment, de votre soutien à ce colloque depuis le début. Merci du fond du cœur. Merci. C'est nous qui vous remercions. À toi. J'étais impressionné quand il y a eu l'histoire de ce bâtiment avec toutes les manifestations qu'il y a eu, les contestations, le mouvement de 68, etc., que toutes ces œuvres-là soient restées intactes. Ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'il y avait quand même un respect. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, on ne les a pas enlevés. Voilà. Alors, pour reprendre mon rôle, c'est un rôle qui n'est pas très facile. C'est pas très facile d'être le petit-fils de quelqu'un, ni le fils de quelqu'un, mais bon, on assume, on essaie. Donc ça sera un pas de côté par rapport à tout ce que vous avez entendu. Albert Laprade n'a jamais été un grand homme pour nous. Quand nous étions petits, c'était grand-père. Il habitait l'appartement au-dessus de chez nous, à l'étage noble de ce magnifique hôtel particulier de Saint-Or, rue Laumont dans le 5e arrondissement. Nos parents et nous, 5 enfants, habitions à l'entresol. L'agence était sous le toit. Quand nous voulions voir grand-père, nous passions dans l'escalier devant les photos du jardin du docteur Boyer à Bénodet et de quelques-unes de ses réalisations. Il y avait surtout cette grande toile sur le dernier palier où les acteurs principaux du musée des colonies, y compris Josepha, le modèle noir, étaient peints grandeur nature. Puis nous entrions dans la salle de dessin, principalement occupée par l'agence de mon père, avec lequel il avait co-signé les projets du Peu Renault et de Hilton d'Orly. Et nous passions discrètement dans le petit réduit sous la lucarne où œuvrait sa secrétaire. Son bureau, sorte de tour, haute et sombre, à la charpente noire, contenait de grands livres anciens derrière des portes grillagées et des boiseries. Quelques portraits d'ancêtres et un paysage italien à la Poussin. Grand-père et mamée, Marie-Louise, avaient une sorte de noblesse d'attitude qui, combinée à notre bonne éducation, forçait notre respect. Fils unique, Albert ne se posait pas la question de la fratrie. Venu d'un pays lointain du centre de la France, sa jeunesse à Issoudun était plus marquée par Giraudoux, qu'il avait fréquenté au lycée de Châteauroux, que par ses parents, petits commerçants drapiers. Sa vraie famille était du côté de sa femme. Chez Marie-Louise, c'était une famille de filles. Pierre, le seul garçon, était mort à la guerre de 14. Et ses sœurs, toutes plus soumises et malheureuses les unes que les autres, disparaissaient progressivement de notre enfance sans qu'on se soucie de nous en avertir. On avait tristement choisi le bon Dieu pour Mimi, l'aînée, après un chagrin d'amour. Go n'était pas resté longtemps avec son soudard de mari, épousé sur son lit de mort. Marie-Thérèse faisait barrage de son corps à tous les microbes qui pouvaient attenter à son mari de Toubib. Marie-Louise, la moins malheureuse par son mariage, avait fait partie d'un quatuor qui jouait Debussy et Ravel.
mais avait dû abandonner son violoncelle pour raison cardiaque. Ce bel instrument traînait dans son salon comme un reproche. Les dimanches midi où nous n'allions pas à la pêche... Ça finit, ça suffit, mais... Le dimanche midi où nous n'allions pas à la pêche avec mon père, nous étions invités à déjeuner en famille à l'étage du dessus. Le menu était toujours le même, un doigt de Porto en apéritif avec des olives, carottes râpées, radis, puis gigot d'agneau flageolet, salade et éclairs au café qu'apportait notre tante Claude, la sœur de ma mère. Ma mère avait le pied sur la sonnette, sous la table, quand les plats tardaient et qu'on pouvait encore s'offrir du service. Quand nous avons grandi, la Prade a vu en nous quelques successeurs possibles. Je me souviens qu'un jour, il m'a mis devant une grande table à dessin pour travailler sur un plan des Halles. Même si son ami De Gaulle verrait son projet d'un œil favorable, j'avais honte. Je n'avais aucune maîtrise du dessin d'architecte, ni de l'ambition de ce type de projet. J'ai aussi fait partie de quelques voyages provinciaux avec Albert. Au Mans, il m'avait mis devant une série de maisons à pans de bois et ne m'avait interrompu que pour déjeuner d'une pâtisserie à la crème, son péché mignon, histoire de ne pas perdre de temps. Plus tard, il m'envoyait dans le Marais dessiner ici ou là un balcon en fer forgé, un escalier ancien ou un placard cabinet d'aisance du 18e rue des Francs-Bourgeois. Ces nègres, en général des étudiants, un peu consciencieux et habiles, redessinaient à l'encre sur calque nos dessins au crayon HB. Arlette, sa fille, notre mère, donnait de la vie aux planches des carnets de croquis en dessinant les petits personnages d'époque. La Prade, qui aimait raconter des histoires, vraies ou fausses, avait beaucoup d'humour. « Ça sent le rat comme odeur », était un de ses bons mots quand il montait dans son bureau. Un jour, il m'a pris à part pour me raconter comment les châtelaines, souvent esselées, avaient besoin d'un conseil ou d'un plan d'Albert pour aménager le parterre de leur jardin. Un sourire malin, un clin d'œil, l'évocation d'un oreiller peut-être, il retrouvait sa jeunesse. Dans le hall de l'immeuble, il y avait une petite dauphine bleue qui, conduite par un dessinateur de l'agence, ne servait qu'à amener la Prade à l'Institut. Alors, il avait mis son bel habit neuf, son bicorne et son épée, sur laquelle était gravé « Labeur et ma joie ». De fait, il travaillait beaucoup. Et ma mère avait coutume de dire, le jour de notre mariage, Albert m'a dit qu'il avait quelque chose à terminer à l'agence, il est monté et depuis, il n'est jamais redescendu. Merci.